Alors moi j'ai choisi Les Racines du ciel de Romain Gary. Alors je pense que vous connaissez Romain Gary, mais c'est un auteur que j'aime énormément, qui est assez méconnu, notamment dans la jeune génération. Je trouve que c'est extrêmement dommage. Et alors j'ai choisi ce texte parce que c'est, de mon point de vue, le plus abouti de Romain Gary, en fait, au sens où on y trouve toutes les réponses qu'on cherche sur toutes les questions qu'on s'est posées et celles qu'on ne s'est pas posées. Et c'est une histoire très particulière, en fait, parce que c'est une amie qui me l'a offert, ce livre, en me disant, c'était l'année dernière, donc elle m'a dit, maintenant je pense que tu es assez grand pour lire ce livre. Et donc voilà, Philippe, du haut de tes 27 ans, je considère que tu es assez grand pour lire ce livre. Je pense que c'est... Alors, en toute honnêteté, je pense qu'il faut s'accrocher un petit peu au début, mais après, c'est exceptionnel. C'est vraiment, je trouve, absolument exceptionnel. Voilà. C'est parti. Alors, ce que je sais de Vera Candida, de Véronique Ovalde, un petit roman succulent... d'une île exotique, imaginaire, et d'un destin de 3 femmes. Assez sympa, une écriture vraiment rigolote. Ça fait un peu du 100 ans de solitude de Garcia Marquez, avec une petite écriture, je dirais pas solide, mais un peu naïve, très sympa, très visuelle, très, très rigolote. Alors, Urbanisme de Le Corbusier. Alors, j'ai choisi ce livre parce que en fait, c'est un livre de science-fiction. C'est l'idée de faire une ville idéale, de raser Paris, de refaire au même endroit une ville coupée au cordeau, une ville imaginée par un seul homme. Et donc, c'est ce qui existe aujourd'hui dans les pays communistes, en Chine, dans les banlieues de Moscou, les banlieues des pays de l'Est. Et voilà, pour moi, c'est une réflexion sur le monde et sur l'urbanisme et comment on peut, avec des grandes idées rationnelles et en analysant chaque chose avec vérité, déboucher sur une horreur. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment on peut être un architecte très reconnu et apporter tout un tas de solutions pour mieux vivre, en dessinant peut-être ce qui serait la ville la plus catastrophique du monde. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, donc, on trouve des exemples de ça un peu partout, et encore aujourd'hui, ça continue. Il y a des villes en Chine notamment qui sont complètement... qui sortent comme des champignons, qui sont nés de nulle part. Donc c'est un livre intéressant, à la fois utopique et cruellement réaliste. Derek, alors gros câlin de Romain Gary, mais en fait d'Émile Ajar. Non, c'est pas Romain Gary, c'est Émile Ajar. J'espérais que ce livre tombe sur un homme parce que c'est vraiment une histoire d'homme, c'est l'histoire d'un homme et de son serpent, voilà. Je crois que la métaphore est claire. Et de la solitude de cet homme qui fonctionne en routine et n'ose pas aborder Mademoiselle Dreyfus, qui est une noire de la Guyane française, évidemment. Comme son nom l'indique. Et voilà, c'est super drôle. C'est le premier livre d'Émile Ajar. Et moi, bizarrement, je l'ai préféré à La vie de François. Même si La vie de François, ça m'a bouleversé. Celui-là, je trouve limite plus subtil dans tout ce qu'il y a derrière, en fait, qu'il n'explique pas, en fait. Voilà. Et voilà, et donc ça commence, il a un boa chez lui, un python, pardon, excusez-moi, très important, un python de 2,20 m quand même, et donc va lui acheter une petite souris parce qu'il faut bien qu'il nourrisse son python qu'il a adopté. Puis le problème, c'est que la petite souris, elle le regarde avec ses grands yeux, donc il est obligé de faire autrement, et donc il va falloir qu'il vive en cohabitation avec son python, puis la petite souris qu'il a mis ailleurs pour pas que le python la bouffe, voilà. Et c'est génial, voilà, tout simplement. Bon, alors c'est Le Visiteur de Éric Emmanuel Schmitt. C'est une pièce de théâtre
qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est l'histoire de Freud qui, comme chacun sait, savait que sa fille Anna avait été arrêtée par la Gestapo, et au moment de cet épisode tragique de sa vie, il reçoit un inconnu dans son cabinet de psychanalyste, donc c'est Freud, et cet inconnu prétend tour à tour être quelqu'un échappé des camps, ou alors une illusion, et à la fin Dieu. Et donc il se prend plus ou moins pour Dieu, et il rend complètement fou Freud, qui est pourtant le roi de l'inconscient et qui devrait maîtriser tous les subterfuges psychologiques des gens. Donc ça prouve qu'on peut manipuler même le plus fort des plus forts, parce qu'un psychanalyste, a priori, il ne se laisse pas embobiner. Et jusqu'à lui faire croire à Freud, qui était athée, faire douter que peut-être cet inconnu c'est Dieu. Donc c'est en même temps une manipulation par l'intelligence. C'est comme quoi il y a parfois des manipulations qui rendent bête, mais là c'est tout le contraire. C'est vraiment la manipulation brillante qui fait réfléchir, et c'est un dialogue théologique, philosophique, psychanalytique et métaphysique. Donc ça englobe tous les domaines des sciences humaines, et en très peu de mots, on est comme Freud, on ne sait plus à qui on a affaire, et on est ravi d'être perdu comme lui. Donc je vous présente un livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. C'est un livre qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému. Je ne m'attendais pas à avoir tant d'émotions en lisant un livre. C'est écrit avec une écriture très fluide, en apparence également très simple, mais Emmanuel Carrère arrive à nous faire rentrer dans son histoire, et une fois qu'on a lu quelques pages, on ne peut plus s'arrêter de le lire. C'est quasiment un livre qu'on lit d'une seule traite. Il y est question d'histoire de mort, d'histoire de deuil, et en même temps c'est un livre qui parle aussi de l'amitié, et qui est finalement porteur d'espoir. Voilà. Et c'est un livre où tout est vrai, et une fois qu'on a qu'on a lu la dernière page, on a du mal à quitter les personnages, tellement qu'on y est attaché. Et donc c'est ce qu'il appelle, je crois, de la non-fiction, donc c'est-à-dire qu'il ne prend que des choses qui lui sont arrivées à lui dans sa vie, ou à des gens qu'il a rencontrés, qu'il a interrogés, et il a écrit leur vie en fait. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été un livre très puissant que je vous conseille tous de lire, et ceux qui ne l'ont pas lu, j'aimerais être à leur place. Les anagrammes renversantes, d'Étienne Klein et de Jacques Perry-Salcom. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on prend l'anagramme, on va prendre par exemple Marie-Antoinette d'Autriche, va devenir reine, ta tête a du choir matin. Et le dernier qui n'a pas encore... Enfin, je les ai entendus sur France Culture, le dernier qu'ils ont sorti, c'est le boson scalaire de Monsieur X, qui devient l'aube des anges d'ici-bas. Et donc à chaque fois, il y a une petite histoire qui relie le premier au deuxième mot, à l'anagramme. J'en prends un autre pour le plaisir. Qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétillement d'étoiles? Le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers. Voilà, c'est à dévorer, à savourer. Donc c'est un livre qui s'appelle L'avenir n'est pas écrit, donc de Albert Jacquard et Axel Kahn, qui sont deux grands scientifiques et deux grands humanistes. C'est moi l'aspect qui m'a plu dans le livre, c'est que voilà, donc si vous aimez la biologie et les sciences, et que vous vous posez des questions d'ordre éthique et philosophique, c'est un discours en fait très ouvert, très simple à comprendre. Voilà, accessible, de deux érudits espiègles. Donc moi j'ai beaucoup ri en lisant le livre, des passages émouvants sur des questions d'actualité comme les recherches sur les cellules souches par exemple, des choses voilà, qu'on peut entendre, et si vous vous posez des questions, ce livre peut vous aider à approfondir votre réflexion, et surtout c'est brillant d'intelligence et de simplicité, comme moi j'aime les scientifiques et les êtres humains,
une transmission du savoir, voilà, que moi j'ai adoré. Et donc à la fin, normalement, vous voulez donc soit épouser Jacquard et adopter Cannes, ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà. Donc voici Le Jardin du Bossu par Frank Bartels. Je le dis, mais c'est écrit sur la couverture, donc voilà. Frank Bartels, c'est un type qui a écrit 27 romans tout seul dans son bled, et au 28e, qui a dit, tiens, c'est peut-être que j'ai réussi quelque chose, je vais donc envoyer mes 3 prochains romans chez Gallimard. Et les 3 prochains romans ont été édités chez Gallimard, tels quels, sans retouche. Et de temps en temps, comme c'est un vrai pervers, il fait des romans policiers, et qui ne ressemblent pas aux autres. Ici, c'est l'histoire d'un type qui est tellement minable qu'il n'a pas de nom, un petit cambrioleur, qui rentre chez un type, et en fait qui l'enferme, qui en fait est un animateur de jeux télé, qui l'oblige, sous la force d'armes, à voir tous ses jeux télé depuis le début, et à leur attribuer une note. Ça, c'est le début du roman. Le reste, vous serez pris par surprise, si j'ose dire, et vous ferez avoir, quoiqu'un terme plus cru peut-être risque de s'imposer. Tout dépend de la qualité du lecteur, qui est toujours subtil et qui sait interpréter les grandes écritures. Voilà, bon courage et joyeux Noël. Voilà, donc L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, une auteure italienne assez peu connue. J'ai choisi ce livre parce qu'il raconte l'histoire d'une femme née en 1900 en Sicile, dans un milieu très arriéré, et qui va se battre pour être heureuse, en fait, contre la société, contre son milieu, qui va gravir des échelons, qui va, en tant que femme, vivre la vie qu'elle choisit. C'est un petit peu féministe, mais c'est pas le sujet du livre. Mais c'est en plus très bien écrit, et justement, elle arrive à choisir sa vie, une vie qui lui ressemble, contre tous les préjugés, toutes les idées préconçues qu'on peut se faire sur ce que doit être la vie d'une femme à cette époque-là. Magnifiquement écrit, très beau.